Le spectacle est extraordinaire, mais tous ne l'apprécient pas de la même façon. Ah, super ça. Ah, c'est génial. Si l'équipe E égale M6 est subjuguée par les flammes du volcan, en contrebas, les habitants de Nicolosi, eux, sont désespérés. Nous sommes fin juillet 2001, à 2000 mètres d'altitude, sur le flanc sud de l'Etna. La lave coule depuis le 18 juillet. La station touristique de la Sapienza est sur le point d'être engloutie par la coulée. Rien ne semble pouvoir arrêter cette montagne incandescente. Ceux qui vivent et travaillent ici ont perdu tout espoir. L'éruption est même visible de l'espace. Sur cette photo du satellite Spot, on distingue le panache de fumée de l'Etna à l'est de la Sicile. Cela fait 10 ans que le volcan le plus actif d'Europe n'a pas connu une telle colère. Le gouvernement a proclamé l'état d'urgence. Militaires, pompiers et gendarmes, encadrés par la sécurité civile, tentent de sauver la Sapienza. Seul moyen, construire des digues pour détourner la lave. Nous nous battons contre un ami, entre guillemets, parce que je pense que le volcan est à la fois aimé et craint par les gens qui vivent ici. C'est un peu David contre Goliath. Le combat est inégal face à cette force de la nature. Pour Dominique Di Salvo, depuis quelques jours, la situation est angoissante. Cette Française a tout quitté il y a 30 ans pour venir s'installer sur l'Etna. C'est ici, à la Sapienza, qu'elle a monté avec son époux un restaurant menacé chaque jour un peu plus par les colères du volcan. On a vécu ça au début relativement, avec confiance. On a eu des moments très très graves, il y a 2 jours par exemple. Il y a 2 jours vraiment on pensait que c'était tout fini. Et puis bon, depuis 2 jours on est un peu plus tranquille dans le sens que tous ces travaux-là retardent vraiment l'avancée de la lave. Donc on espère tenir le coup. Enfin ça n'a rien d'évident en ce moment. À l'échelle géologique, l'Etna est un volcan tout jeune, 500 000 ans à peine. Et il n'a rien perdu de sa vigueur. Pas moins de 190 éruptions en 3500 ans. Cette dernière inquiète, car elle est visible des rues de Nicolosi, une ville de 5000 habitants. C'est très imprévisible. Je suis incapable de mesurer le danger. Seul le bon Dieu peut tout arrêter. Plus fortes seront nos prières, plus froide sera la lave. Mais que s'est-il passé exactement? Pourquoi ce volcan, pourtant l'un des plus surveillés au monde, a-t-il pris de court la population et les autorités italiennes en ce mois de juillet 2001? Ce qui a provoqué la naissance de l'Etna, c'est le rapprochement de la plaque africaine et de la plaque eurasiatique. Conséquence de ce mouvement, dans le sud de l'Italie, le plancher de la Méditerranée pénètre dans le manteau terrestre et fond. C'est la remontée de cette lave qui a donné naissance à cette montagne de feu. Au sommet, à 3200 mètres, 4 cratères principaux sont en activité permanente. Celle-ci se traduit la plupart du temps par l'émission de gaz et de fumée. Quand survient une éruption, la lave jaillit généralement de l'un de ces cratères. Mais pas cette fois. Le 13 juillet, le flanc sud du volcan s'est littéralement fendu en deux. Cette fissure, longue d'1 kilomètre, s'étend de 3000 à 2000 mètres d'altitude. En bas de celle-ci, à 2100 mètres, la lave jaillit. Très vite, elle forme un cône volcanique. Les scientifiques le baptisent Montagnola 2. Ce nouveau cratère est situé à 4 km du sommet de l'Etna. C'est d'ici que jaillit la coulée qui va détruire le téléphérique, menacer la Sapienza et, en dévalant 1000 mètres en quelques jours, inquiéter les habitants de Nicolosi. Patrick Allard, un volcanologue français, travaille avec l'équipe sicilienne qui surveille en permanence le volcan. Il a assisté à la naissance du nouveau cône et mesuré quotidiennement son évolution. Car contrairement aux apparences, à cet endroit, il n'y avait strictement rien, il y a une semaine à peine. À la place de ce cône, il y a 8 jours, il y avait juste la piste qui monte de cendres. Et si l'activité continue comme ça pendant quelques jours, ou voire encore quelques semaines, il peut atteindre une altitude de 200, 300, voire 400 mètres, et recouvrir la vieille montagnola, ce relief précédent, et faire vraiment un cône, une montagne nouvelle sur ce volcan, sur ce flanc. Pour se faire une idée du danger qui menace les habitants du flanc sud de l'Etna, nous allons accompagner une expédition au sommet de la montagne. Nous sommes avec un volcanologue amateur qui parcourt le monde pour photographier les volcans en activité, Patrick Barrois, et un volcanologue professionnel de l'Institut de physique du globe, Jean-Claude Tanguy. Ce dernier est monté 2 jours auparavant. L'éruption était alors bien plus violente.
Au départ, l'activité était très intense. Là, on a des explosions qui se succèdent à intervalles de quelques secondes, qui sont relativement faibles. Il y a quelques jours, c'était un jaillissement presque continu de lave, ce qu'on appelle une fontaine de lave. C'est comme les grandes eaux de Versailles, sauf qu'ici, c'est du basalte fondu à 1100 degrés qui jaillit dans l'atmosphère. Patrick Barrois a photographié la quasi-totalité des volcans en éruption au cours de ces dernières années. L'Etna, il y est venu de nombreuses fois. Son dernier passage date de moins de 2 mois, mais cette fois, il est particulièrement impressionné par la naissance rapide de Montagnola 2. Ce qui est très impressionnant, c'est ce grand cône là, qui s'est construit en l'espace d'à peine 10 jours. C'est un cône qui doit faire à peu près maintenant 150 mètres, voire peut-être 200 mètres. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. La dernière fois que c'est arrivé, je crois que c'est en 1974. Une montagne de près de 200 mètres de haut, édifiée en 10 jours à peine. Des milliards de tonnes de roches. On imagine l'incroyable énergie à la source du phénomène. Elle dépasse de loin celle de nos bombes atomiques les plus puissantes. Autre témoignage de cette puissance, la vitesse de retombée des scories. Cette image n'est pas au ralenti, plus la retombée est longue, plus l'éruption est violente. Nous sommes dans la nuit du 30 au 31 juillet 2001. Les bâtiments de la Sapienza ne sont plus qu'à quelques mètres du fleuve de lave. L'éruption redouble d'intensité. Une 4e coulée de lave s'approche de la station de la Sapienza. Ces images ont été tournées à 5 h du matin par Jean-Claude Tanguy, le volcanologue français. Déjà quelques jours auparavant, le téléphérique a été détruit et un parking de 800 places entièrement englouti. Heureusement, les digues bâties à la hâte font leur travail. Cette nouvelle coulée est déviée, mais de peu. Au matin, on découvre qu'elle n'est plus qu'à quelques centimètres de l'Office du tourisme. Les pompiers tentent de la refroidir afin d'arrêter son déplacement. Les pelleteuses construisent de nouvelles digues. Tout est mis en œuvre pour que le bâtiment soit préservé. Le restaurant de Dominique Di Salvo n'est pas loin. Elle sait que si les digues ont tenu cette nuit, elles ne supporteront pas une coulée supplémentaire la nuit prochaine. Le désespoir commence à la gagner. On a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire que vraiment, à partir de la dernière qui est arrivée ici, on n'avait plus tellement d'espoir. Ensuite, pendant 2 jours, on s'est dit, bon, ça va, c'est plus calme. Mais là, il y a une telle quantité de lave qui arrive que notre sursis est en train de s'arrêter. Encore 2 jours et c'est fini. Combien de temps l'éruption va-t-elle encore durer? S'agit-il d'une éruption éclair comme en connaît régulièrement le volcan sicilien, ou bien est-ce le prélude d'un épisode volcanique de longue durée? Pour le savoir, des volcanologues du monde entier sont venus sur place observer le phénomène et recueillir des échantillons de lave afin de les analyser. Pour élaborer un scénario de la catastrophe, Jean-Claude Tanguy n'hésite pas à recueillir des échantillons dans la coulée encore chaude. Ici, une question qui se pose, c'est de savoir si la lave qui sort ici à 2100 mètres d'altitude, si c'est bien la même que celle, ou une lave diverse, que celle qui sort à 2600 mètres, à 2800 et même à 3000 mètres d'altitude, puisqu'on a encore une coulée à 3000 mètres d'altitude. C'est aussi la question que se pose Patrick Allard et tous les volcanologues du centre de surveillance de l'Etna. Pour le savoir, ils réalisent toutes sortes de mesures, des mesures qui malgré tout n'ont pas permis de prévoir les événements. Il a été observé depuis 1 an que du magma, le volcan en dessous se rechargeait en magma. Ça a été vu. Mais personne n'a prévu l'apparition, l'ouverture des fractures et l'apparition du magma dans les 48 heures qui ont suivi, qui s'est produit entre 13 et 17 juillet. Personne ne l'a prévu. Mais ces données analysées en laboratoire permettent de développer une hypothèse de l'événement. En fait, un scénario catastrophe. Les 4 cratères principaux sont situés au-dessus de l'intersection de 2 failles. Le nouveau cratère, lui, est situé 4 km plus bas. Son conduit est nourri par une chambre magmatique vraisemblablement indépendante. Une chambre riche d'1 milliard de mètres cubes de lave en fusion, mais jusqu'à présent, seuls 40 millions de mètres cubes de magma ont été émis. Alors, que va devenir ce magma resté dans cette chambre magmatique? L'éruption s'est apaisée depuis la mi-août. Aujourd'hui, Dominique Di Salvo, comme tous les habitants du flanc sud du volcan, est hors de danger. Mais on le sait, l'Etna est devenu un volcan imprévisible. Les prochaines éruptions sont attendues avec grande inquiétude.